Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2. Voici les titres de ce week-end. L'escale 225 nous conduira ce soir dans la région d'Unzi, précisément à Dimbokro, son chef-lieu, une ville connue pour sa boucle de cacao, sa gare ferroviaire et surtout ses sites historiques à valoriser, découverte dans quelques instants. À l'international, en RDC, les combattants de l'AFC M23 ont annoncé qu'ils vont se retirer de Walikale Centre, une cité stratégique dans le nord Kivu. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Ville située dans la région d'Unzi, Dimbokro offre des vestiges historiques datant de la période coloniale. De la résidence du commandant de cercle, en passant par le cimetière des martyrs, ce sont des sites qui méritent d'être valorisés davantage. Notre équipe de reportage a visité ces endroits pleins de symboles. Voici donc le compte-rendu de Laurence Kakra, Gilles Tonnier et Sidiki Ouattara. Suivons les guides. Chef-lieu de la région du Mvi, la ville de Dimbokro, au-delà de sa chaleur étouffante qui la caractérise, regorge de bon nombre de vestiges de l'ère coloniale. Souleymane Foulabi Chérif, professeur de documentation à la direction régionale de la culture et de la francophonie, nous conduit ici à la résidence du commandant de cercle d'alors. Le commandant de cercle était là, n'est-ce pas, avec comme ça, des personnes aussi de subdivision qui dirigeaient toute la zone de la région, telles que Mbayakro, Bokanda, Bongwano. Tous ceux-là se retrouvaient ici, qui partageaient la même résidence. Il faut savoir que le rez-de-chaussée servait de bureau et les résidences se trouvaient au premier niveau qui était un demi-étage. Et aussi, on va signifier qu'au sein de ce bâtiment, on a des prisons. Il faut savoir que le bâtiment a vu naissance en 1909. L'une des particularités de ce bâtiment est qu'il a à son sein, précisément au sous-sol, des pièces restreintes dont les hauteurs varient d'1 à 2 mètres qui servaient de cachot où les colons réprimandaient les indigènes récalcitrants. Ici, on a déjà les grilles de la prison qui annoncent cette prison. Regardez comment à l'intérieur est sombre. On peut déjà avoir ce sentiment que ces personnes ont pu ressentir au sein de cette prison-là. Pour se déplacer, on est obligé de s'accroupir ou carrément de ramper. Voilà, on peut avoir une idée déjà du vécu de ces personnes ici, de nos ancêtres. Après la visite de ce lieu chargé d'histoires douloureuses, Adja Bakayoko ne cache pas sa peine. Franchement, c'est triste. Ça fait pitié parce que le simple fait même de t'arrêter normalement, si tu ne peux pas faire ça, c'est comme si déjà la prison te prive de certains de tes droits, de tes réalités, mais encore ne pas pouvoir s'arrêter, qui doit être quelque chose d'évident, tu ne peux même pas faire ça, c'est compliqué. Et quand on voit cette prison, aussi petite qu'elle soit, aussi étroite qu'elle soit, on s'imagine le nombre de personnes encore qui étaient dedans. Quand tu regardes Dimbokro qui est la cuvette, où déjà Dimbokro on est dehors, il fait chaud. Donc imaginons ceux qui étaient à l'intérieur, comment ils ont dû souffrir encore. L'un des symboles qui met également en lumière la ville de Dimbokro est son pont ferroviaire, un joyau architectural construit en 1910 et inauguré par le gouverneur Angoulvan. Le viaduc est long de 253 mètres avec une hauteur de 5,50 mètres. Et dire aussi qu'il a été conçu à la main. Il faut aller voir dans quelles conditions, n'est-ce pas, nos ancêtres ont pu, n'est-ce pas, faire assez d'efforts pour la construction de ce chef-d'œuvre-là. À proximité du centre-ville se dresse le cimetière des Martyrs, qui est un lieu de mémoire où reposent les âmes des militants du Rassemblement démocratique africain RDA, tombés sous les balles des colons lors de la lutte pour la libération des peuples opprimés le 30 janvier 1950. Il y a des gens de plusieurs villages. Il faut savoir qu'on a de Bongwano qui sont d'ici, on a d'autres de Boré qui sont enterrés parce qu'ils sont venus un peu de partout pour militer dans ce parti de PDCI RDA. Et il faut savoir que dans l'ensemble, ils sont des agriculteurs. Voilà. Et c'est, n'est-ce pas, après avoir su que leur leader avait été arrêté, ils étaient venus, n'est-ce pas, pour défendre les leaders. Et il y a eu les tueries. Et ces tueries-là, il faut savoir qu'il y a d'autres qui, n'est-ce pas, en rentrant chez eux, sont morts sur la route, d'autres sont morts dans le village. Alors, ici, on a
la tombe de Koné Sangou-Ambroise, premier maire de la commune de Dimbokro, sa femme, qui aussi a joué un rôle important. Comme une femme forte, elle a dirigé aussi des dames. Malheureusement, elle sera brûlée vive. Et puis voilà cette désolation qui est arrivée. Mais n'empêche que ça n'a pas empêché ces personnes-là de continuer cette lutte-là qui a abouti vraiment à un élément sérieux, à l'indépendance. Non loin de là se trouve l'école régionale, créée en 1910. Elle a accueilli d'illustres personnalités du pays. Aujourd'hui, cet établissement centenaire est devenu le groupe scolaire Alassane Ouattara. Pour la directrice de la maternelle, c'est un devoir de motiver les enfants afin qu'ils suivent les exemples de leurs dévanciers. Notre école a une histoire. Les 3 présidents même de la Côte d'Ivoire qui sont passés ici, il y a Félix Houphouët-Boigny qui logeait juste derrière là. Et il partait travailler au médico-scolaire. Ensuite, il y a le président Henri Konan Bédié qui a fait la classe de CM1. Ça, c'est au primaire là-bas. Maintenant, le président actuel là, il a fait la classe de CM1 dans la classe qui est au bout là-bas. On leur demande de travailler tous les jours pour être comme le président qui est passé dans la classe. La ville de Dimbokro a aussi abrité la résidence du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette résidence abrite le centre médico-scolaire. C'est un plaisir pour nous de travailler dans un bâtiment qui a été la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on est fiers de ça. Dimbokro dispose de vestiges de l'ère coloniale qui demandent à être connus davantage et valorisés à leur juste valeur. C'est le message du directeur de la culture et de la francophonie de la région du Nzi. Nous, notre devoir, c'est de tout faire pour protéger ces sites-là. Nous passons régulièrement pour visiter, pour voir l'état dans lequel ça se trouve et nous rendons compte à l'autorité. À Dimbokro, nous avons beaucoup de sites culturels et que les gens se déplacent pour venir, pour visiter ces sites-là. Nous sommes là, nous travaillons en collaboration avec la direction du régional du tourisme. Nous avons des guides. Dimbokro vous attend. Venez, nous sommes prêts pour découvrir ces sites. Ces sites sont des pans de l'histoire du pays, de véritables sources de connaissances et d'inspiration pour les générations actuelles et futures. La ville de Dimbokro est très connue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour ses révoltes contre le colonisateur, mais aussi pour sa prospérité qui lui a valu la dénomination de boucle du café cacao. Intéressons-nous à présent à l'impact du jeune musulman sur les transporteurs de marchandises au marché forum dans la commune d'Adjamé. L'activité des pousseurs de charrettes et de brouettes reste intense malgré, bien sûr, ce mois de Ramadan. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour en savoir davantage sur cette activité qui se tient malgré des conditions de travail difficiles en raison du jeûne et la chaleur accablante. Voici donc le constat de Bienvenue Kwao, Cécilia Bassolé, Yamki Lermel et Sidiki Ouattara. Commune d'Adjamé, les porteurs de charges communément appelés pousseurs de charrettes et de brouettes continuent de sillonner les ruelles animées du marché forum. Ils transportent marchandises et colis, et cela en plein mois de Ramadan. C'est le cas de Issouf, qui, sous ce soleil ardent, porte de lourds bagages sur sa charrette. Il sue abondamment, mais accomplissant sa tâche avec une détermination sans faille. Je vais lever à 4 heures, au marché. Quand même là qui me partait, là-bas manger jusqu'à le soir. Comme ça, de calme là, ça va comme avant. C'est chaud. Comme de 2 jours, gagner 2 000 à 3 000 là. Comme ça, c'est bon. Occupé à décharger des marchandises, un autre pousseur explique que le ramadan n'altère en rien leur abnégation à exercer leur métier. Car selon lui, ils sont plus ou moins habitués à ces conditions de travail. Avant le mois de carême, j'arrivais ici souvent à 5h40, 5h50. Mais avec le mois de jeûne, après avoir mangé à 4h, il me repose un peu. J'arrive ici souvent à 6h20, 6h30 par là. On le fait de charger bagages là, on s'est habitué à ça. Souvent on travaille du matin jusqu'au soir, c'est le soir on mange. Les brouettes foisonnent de partout et les allers-retours se succèdent. Chaque pas est un défi supplémentaire, surtout sous cette chaleur accablante. Pourtant, Adamo persévère, conscient que son travail est essentiel pour subvenir aux besoins de sa famille. Carême, je suis fatigué, c'est chaud. Ah là là, il y a un mille de bois là même, il n'y a pas de temps. Je pousse un peu. Si je suis fatigué, je te pose. C'est mon business qui est là, ça va pas facile. C'est à peu de dire comment on peut. On ne peut pas laisser Karim là à côté du travail.
Certains commerçants, témoins de cette ardeur au travail, ne manquent pas de témoigner leur soutien à ces travailleurs du marché. La dernière fois même, ils ont envoyé moi-même mes bagages dans le retour. J'ai aimé. Ils transpiraient très fort. En tout cas, ils disent, maman, c'est pas facile. Que dans le mois de carême, que c'est pas facile. Je les encourage beaucoup. Eux aussi, ils ont une famille, ils ont une charge à faire. Nous-mêmes, on est véhiculés. On ne peut pas prendre la voiture pour aller chercher bagages à tout moment. Sans eux, là, nous, on ne peut pas envoyer nos bagages au magasin. Lorsqu'il y a un bagage qui est déchargé, dans ça, on les appelle, ils s'en prennent pour venir. Nous sommes vraiment satisfaits de les travailler. Pendant le mois de Ramadan, ils travaillent difficilement, mais en tout cas, on les encourage. Malgré il fait chaud, bon, vraiment, ils luttent pour avoir les pains. Malgré les difficultés liées aux jeunes, ces travailleurs poursuivent leur activité avec une résilience démontrant leur détermination à travers chaque geste, même pendant ce mois sacré de Ramadan. Et puis les membres de la société coopérative simplifiée des éleveurs de porc d'Adiopodoumé dans la commune de Songon se sont réunis ce samedi dans le cadre d'une formation sur la biosécurité et les bonnes pratiques en élevage porcin. Les détails avec Georgette Ido-Fofana. Émile est propriétaire de plusieurs fermes de porcs à Adiopodoumé dans la sous-préfecture de Songon. Depuis la découverte de la peste porcine par l'État ivoirien en mai 2024, ce sont plus d'une centaine de ces porcs qui ont été abattus. Une situation que vit difficilement se retraiter. Ça fait 10 mois que les porcs ont été abattus de façon collective. Et juste là, nous n'avons pas l'indemnisation, on n'a pas commencé à envoyer les porcs pour faire les tests. C'est difficile parce que le porcher, je suis obligé de le maintenir en cas de reprise pour ne pas avoir à chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et c'est très difficile. Mon souhait, c'est que nous puissions reprendre immédiatement. La peste porcine, cette maladie hautement contagieuse des porcs domestiques et des porcins sauvages avec fièvre, lésions cutanées et convulsions, a causé l'abattage de plusieurs porcs en Côte d'Ivoire. Face à la recrudescence de cette épidémie constatée ces dernières années sur le continent africain, la SCOOP-EPA, Société coopérative simplifiée des éleveurs de porcs d'Adiopodoumé, a réuni ses membres pour une formation sur la biosécurité et les bonnes pratiques en élevage porcin. On a eu la peste porcine dans notre zone, nos porcs ont été abattus et jusque-là on n'a pas encore d'activité. Récemment, la DSB nous a dit qu'on allait reprendre dans le mois de mars-avril. Donc on a jugé bon avant de reprendre, pour qu'on soit formé pour minimiser un peu les risques de contagion. Les acteurs ont des connaissances. Mais nous voulons renforcer ces connaissances-là. C'est pour ça qu'on a organisé cette formation. La SCOOP-EPA a perdu plus de 17 000 porcs. Elle plaide pour une indemnisation auprès de la tutelle, conformément à la réglementation. On nous avait dit qu'après l'abattage, 8 mois après, on devait être indemnisé. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. On est tous dans l'attente. Il faut que le ministère comprenne qu'on veut reprendre l'activité. On veut assurer la sécurité alimentaire. On veut produire la viande pour la population. Donc nous sommes prêts à répondre. On attend que l'indemnisation est OK pour la reprise. Cette formation vise également à garantir la sécurité alimentaire de la population à travers l'amélioration de la biosécurité dans l'exploitation d'élevage. Nous sommes secoués par une crise de peste porcine africaine depuis un certain nombre d'années. Donc il est important pour nous de former ces acteurs-là. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Donc, des acteurs bien formés, un système rigoureux de surveillance, ça va permettre de contrôler la maladie. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas reçu de cas. Après le dernier cas, on a nettoyé les fermes, désinfecté les fermes. Actuellement, il reste que les procédures administratives pour pouvoir lancer la reprise. L'élevage de porc est beaucoup pratiqué en Côte d'Ivoire en raison de sa forte rentabilité, car le porc est et reste la viande la plus consommée au monde. Restons à Songon pour dire que l'Union des associations des femmes de la commune en abrégé UNAFES a procédé ce samedi à l'investiture de sa présidente. Cette union, qui compte plus d'une centaine d'associations, vise à faciliter l'accès des financements aux femmes pour leurs activités génératrices de revenus. Retrouvons Georgette Ido-Fofana.
Patricia Priska-Yohanlou est la nouvelle présidente de l'Union des associations de femmes de Songon, UNAFES. Élue en janvier 2024, elle a été investie ce samedi 22 mars en présence des autorités locales. Un jour mémorable pour ces femmes venues de tous les villages de Songon. Aussitôt installée, la présidente dévoile ses priorités. Les premières actions, c'est de sensibiliser les autres associations qui sont encore loin, qui sont sceptiques. Cette problème dit que vraiment ce qu'on a mis sur pied, c'est quelque chose de grand, qu'elles viennent nous accompagner. C'est mettre ensemble, avoir une même vision, avoir une même parole et puis aller de l'avant. Voilà. Parce que quand on est ensemble, on devient plus fort. L'UNAFES, c'est plus de 100 associations avec pour objectif la mutualisation des efforts pour la création d'activités génératrices de revenus. Une initiative soutenue par les autorités. L'union fait la force. Et aujourd'hui, Songon est en plein développement. Et ce développement oblige toutes les composantes sociales à participer. Aujourd'hui, l'UNAFES nous démontre que les femmes sont unies au sein d'un creuset et qu'elles sont prêtes à prendre part au dit développement. Nous sommes là pour soutenir cette communauté et ces femmes, ces braves femmes qui nous soutiennent tous les jours que Dieu fait. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes retrouvés à cette cérémonie. Cette cérémonie d'investiture, couplée à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, a été meublée par une remise de dons aux personnalités, des sketchs et une parade des différentes organisations de la commune de Songon. Parlons fiscalité à présent. L'annexe fiscale 2025 contient des réformes majeures encore méconnues du grand public, raison pour laquelle les conseils juridiques ont invité un représentant de la Direction générale des impôts pour passer en revue ces réformes. C'était au cours de la matinale des conseils juridiques en présence de notre reporter Clément Boucaud. Il a fallu 3 heures de temps à l'expert désigné par la Direction générale des impôts pour expliquer l'annexe fiscale 2025 au conseil juridique. Dans l'annexe fiscale 2025, la mesure phare qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est la réforme de l'impôt foncier, où la valeur marchande a pris le pas dans le cadre de la détermination de l'impôt foncier. Donc comme c'est un impôt qui touche tout le monde, donc quand une mesure est prise en ce sens, automatiquement, cette mesure-là, elle intéresse tout le monde. Pour cette matinale qui s'est voulue un échange avec la Direction générale des impôts, les auditeurs se disent satisfaits. Quand l'année fiscale sort, les différentes personnes, les différentes corporations parfois ont des interprétations. Et en janvier, les gens font des sorties, ils font des conférences autour de ces thèmes. Mais la personne idoine qui peut nous donner la bonne compréhension, qui peut nous donner la lisibilité, parce que c'est elle qui est chargée de faire appliquer les textes, c'est la Direction générale des impôts. Donc, il est mieux de l'entendre, de comprendre comment elle comprend les textes, et puis aussi de partager avec elle quelques difficultés déjà dans la mise en application de ces textes, pour qu'ensemble, on essaie de voir quelles sont les dispositions qui peuvent mériter une attention particulière. Avec l'engouement qu'a suscité cette formation, le président de l'Ordre des conseils juridiques établit son plan d'action. Actuellement, nous préparons donc une clinique juridique sur Abidjan et sur l'ensemble du pays. Et encore, nous avons organisé, nous sommes en train de préparer des journées portes ouvertes au port autonome d'Abidjan et au CERAP pour donc nous faire entendre dans la population portuaire pour que les gens puissent donc comprendre l'environnement dans lequel il est. Parce que tous les environnements à l'heure actuelle sont régis par des mécanismes juridiques, ce que souvent les justiciables méconnaissent. C'est ce qui entraîne beaucoup de difficultés et ce qui entraîne aussi que beaucoup de contribuables ne payent pas les impôts. Donc il faut les approcher à tous les niveaux pour que les gens sachent le minimum du droit. La matinale des conseils juridiques est une plateforme de renforcement de capacités et de rencontres pour faciliter l'exercice du métier aux membres de l'Ordre des conseils juridiques.
Un mot de culture dans cette édition. Du 1er au 4 mai prochain se tiendra à Fakobli le Fawe Talent, un festival qui valorise la culture Oué. Pour le lancement de ce festival, une conférence de presse a été organisée hier au plateau. Au cours de cette cérémonie, une innovation a été annoncée afin d'améliorer et solidifier cette messe de la culture Oué. Des précisions avec Yamki Lermel, Cécilia Bassolé et Sediki Ouattara dans nos prochaines éditions. À l'international, les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo ont annoncé leur retrait de Walikale Centre et de ses environs dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, 3 jours après avoir pris le contrôle de cette cité stratégique. Dans un communiqué publié ce samedi, la FCM23, soutenue par le Rwanda, selon Kinshasa et les Nations Unies, affirme que ce repositionnement vise à favoriser des conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant des causes profondes du conflit. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bon week-end à tous.